Cette séquence s'inscrit dans le cadre de la relation entre le temps et les roches. Nous allons montrer comment l'étude des objets géologiques permet de reconstituer une partie de l'histoire de notre planète. Dans cette séquence, nous allons aborder les modalités de la chronologie relative. Nous allons pour cela commencer par réaliser une datation relative par observation des relations géométriques entre les objets géologiques. En effet, les éléments qui sont constitutifs des roches établissent entre eux des relations géométriques. La question est de savoir comment on peut exploiter les relations géométriques dans les roches pour établir des chronologies relatives. Nous allons nous appuyer sur 3 principes de datation relative par observation des relations géométriques. Le principe de superposition stipule que toute structure géologique située au-dessus d'une autre est postérieure. Le principe de recoupement propose que toute structure géologique qui en recoupe une autre est postérieure. Et enfin, le principe d'inclusion montre que toute structure géologique contenue dans une autre est antérieure. Commençons par l'étude des relations géométriques à l'échelle de l'affleurement. Le premier exemple étudié ici présente la disposition des édifices volcaniques de la chaîne des Puys dans le Massif central. On peut remarquer dans la légende l'existence de volcans à cratère ou de volcans à dôme. Le premier volcan observé ici, le Grand Sarcouy, recouvre les 2 volcans voisins, le Petit Sarcouy et le Puy des Goules. D'après le principe de superposition, on peut donc affirmer que le Grand Sarcouy est postérieur aux 2 autres. De la même manière, le Puy Chopine est postérieur au Puy des Gouttes puisqu'il se situe au-dessus. Pour ce deuxième exemple, on peut appliquer les principes de datation relative dans une carrière volcanique vue en coupe. Elle présente les relations géométriques entre les différents produits pyroclastiques jadis produits au cours des éruptions volcaniques successives. D'après le principe de superposition, on peut dire que les couches les plus profondes sont aussi les plus anciennes. On peut ainsi reconstituer les différents épisodes volcaniques qui ont eu lieu. D'abord des éruptions volcaniques productrices de roches basaltiques, puis des lapillis basaltiques, des mugéarites et des cendres hawaïtiques. Ensuite, un sol s'est développé à la surface des cendres hawaïtiques avant la survenue d'éruptions volcaniques produisant des cendres trachytiques qui vont détruire la végétation dont on aperçoit quelques bois carbonisés. Enfin, on constate le développement actuel d'un sol sur ces derniers produits volcaniques trachytiques. On constate par ailleurs l'existence d'une faille qui découpe à la fois les lapillis basaltiques et les blocs basaltiques. D'après le principe de recoupement, on peut donc dire que la faille est postérieure au dépôt de ces 2 formations volcaniques, mais antérieure aux suivantes. Les mugéarites ne sont pas véritablement recoupées par la faille, elles se déposent dans le décalage opéré par la faille au niveau des lapillis basaltiques. Dans ce troisième exemple, on étudie les relations chronologiques entre des roches sédimentaires, les calcaires et les dolomies, des roches A métamorphiques déformées, un granit et une faille. D'après le principe de superposition, on peut dire que les roches A déformées et le granit sont les plus anciennes puisqu'elles se trouvent en dessous. Le granit est une roche magmatique qui s'est formée à partir de la remontée d'un magma. On peut donc dire que le granit recoupe les roches A déformées. D'après le principe de recoupement, on peut donc affirmer que le granit est postérieur à la formation des roches A. On constate ensuite l'existence d'une surface d'érosion qui affecte à la fois le granit et les roches A, formant ce que l'on appelle une discordance. Cette discordance recoupe le granit et les roches A, ce qui signifie d'après le principe de recoupement qu'elle est postérieure à ces 2 formations géologiques. Par la suite, d'après le principe de superposition, les roches sédimentaires de type dolomie et calcaire se sont déposées par-dessus. Dans l'étape suivante, une faille recoupe l'ensemble des formations géologiques abordées jusqu'ici. D'après le principe de recoupement, on peut affirmer que cette faille est postérieure. Enfin, on observe une nouvelle surface d'érosion ayant affecté les formations géologiques les plus récentes. Abordons un dernier exemple. Dans un premier temps, il y a formation d'un socle granitique. Par-dessus ce socle, d'après le principe de superposition, se forment des dépôts sédimentaires A. Ensuite, le socle granitique et les sédiments A sont découpés par des failles selon le principe de recoupement. Dans le fossé d'effondrement provoqué par ces failles vont se former des dépôts sédimentaires B, principe de superposition.
Tout cet ensemble géologique va être affecté par l'érosion, principe de recoupement, puis on va assister à la survenue d'un épisode volcanique à l'origine du puits de Pariou et ces roches volcaniques associées qui vont se déposer par-dessus les formations géologiques précédentes. Les laves de cet édifice volcanique viennent des profondeurs et recoupent l'ensemble des formations géologiques. On peut donc appliquer le principe de recoupement et ces laves vont s'écouler en surface par-dessus le reste. On peut donc aussi appliquer le principe de superposition pour établir la chronologie relative de ces événements géologiques. Dans un deuxième temps, nous allons passer à l'étude des relations géométriques à l'échelle de l'échantillon. Dans ce premier exemple, on observe un échantillon composé de basalte de couleur noire et de péridotite de couleur verte. On souhaite connaître la chronologie relative de la formation de ces deux éléments constitutifs de cet échantillon. On sait que la péridotite est une roche constitutive du manteau et que le basalte est une roche issue de la fusion partielle d'un matériau originel. Sur cette deuxième photographie, on peut constater qu'un fragment de péridotite est inclus dans le basalte. D'après le principe d'inclusion, le basalte est donc postérieur à la péridotite. Au cours d'une éruption volcanique, les laves basaltiques produites dans les chambres magmatiques arrachent des fragments du manteau au cours de l'éruption, donnant naissance à ce que l'on appelle des péridotites en enclave contenues dans le basalte. Dans ce deuxième exemple, on observe à l'œil nu un échantillon de gneiss œillé, une roche métamorphique. On peut constater dans un premier temps l'existence de ce que l'on appelle une schistosité ou une foliation, que l'on distingue grâce à l'orientation préférentielle des minéraux formant des sortes de feuillets. On peut aussi distinguer de gros minéraux formant ce que l'on appelle des yeux de feldspath. Concentrons-nous sur les relations géométriques entre les yeux de feldspath et la foliation dans ce schéma d'interprétation issu d'une observation au microscope. On passe donc ici à l'échelle, à vrai dire, du minéral. On trouve au centre l'œil de feldspath qui est entouré par la foliation. On peut donc dire que le feldspath est inclus dans la foliation et qu'il est donc antérieur d'après le principe d'inclusion. Dans un premier temps, se sont formés les yeux de feldspath, dans un deuxième temps est apparue la foliation, et dans un troisième temps se sont déroulées des recristallisations de minéraux dans les interstices. On peut noter au passage la différence entre ce que l'on appelle une schistosité et une foliation. Les deux correspondent à une réorientation préférentielle des minéraux lors des déformations géologiques sous l'effet des contraintes tectoniques. Dans la foliation, il existe en plus une formation de nouveaux minéraux. Dans ce nouvel exemple d'un schéma de relation géométrique à l'échelle d'un minéral, on constate cette fois-ci que la schistosité ou la foliation est contenue, c'est-à-dire incluse dans le minéral. On peut donc dire cette fois-ci, d'après le principe d'inclusion, que la schistosité ou la foliation est antérieure à la formation du minéral. On observe maintenant à l'œil nu un échantillon d'une roche que l'on appelle une éclogite rétromorphosée. On rappelle que l'éclogite est un métabasalte ou un métagabbro, c'est-à-dire un basalte ou un gabbro ayant subi des transformations métamorphiques au cours de la subduction. On y distingue une matrice verte de jadéite ainsi que des gros minéraux de grenat. En y regardant de plus près, on constate que chaque minéral de grenat est entouré d'un liseré noir d'un autre minéral. L'examen de cet échantillon à la loupe binoculaire permet de mieux appréhender les relations géométriques entre les différents minéraux. Au centre, on repère de couleur bien rouge le minéral de grenat. Autour du grenat, on distingue aisément une auréole réactionnelle d'amphibole, la hornblende. D'après le principe d'inclusion, c'est le grenat qui est antérieur à la formation de la hornblende. Si l'on étudie ces transformations métamorphiques grâce à l'étude d'un diagramme pression-température, on peut repérer les conditions de formation du grenat qui correspondent à des conditions de pression et de température qui existent en profondeur lors de la subduction. La hornblende, quant à elle, se forme dans des conditions de pression plus faibles que celles qui existent pour le grenat. Or, on sait que la hornblende s'est formée après le grenat. On peut donc dire que la roche a subi une remontée vers la surface qui s'est accompagnée d'une diminution de pression, ce qui a entraîné un métamorphisme rétrograde ou rétromorphose. Notre éclogite est ce que l'on appelle une éclogite rétromorphosée, c'est-à-dire une éclogite qui a subi des transformations métamorphiques inverses lors de sa remontée en surface après la subduction en raison des processus d'érosion.
L'association minéralogique que l'on vient d'observer ici correspond à ce que l'on nomme une auréole coronitique dans une éclogite rétromorphosée.